Merci beaucoup Frédéric, ravi que tu puisses venir présenter ce beau projet de Solidérance. Donc, l'idée, c'est déjà que tu donnes quelques éléments sur le projet Solidérance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs peut-être le connaissent pas. D'accord. Et voilà, je te laisse la parole. parole. Rapidement, donc, voilà, moi je suis Frédéric Peyrou, je suis adjoint de direction dans une structure d'insertion par l'activité économique. Pour ceux qui connaissent peu ou pas, on a un support d'activité qui nous permet d'embaucher des personnes en situation de précarité sociale et professionnelle, avec pour objectif un accompagnement global pour stabiliser leur situation. Pour ça, il y a plein d'outils, il y a des contrats de travail qui durent 24 mois et qui nous permettent de les accompagner, tous les dispositifs d'orientation et de formation, région, de Pôle emploi, etc. Mais les outils ne sont pas toujours suffisants. Et le public dont on s'occupe à Insarnet est un public un peu en situation de précarité importante. Et il y a un moment où on a souhaité mettre en place ce qu'on appelle communément les séjours de rupture dans l'éducation préventive. Il est temps de pouvoir travailler sur des périodes très courtes, 15 jours en général, sur le cadre et les règles, puisque la plupart de nos publics avaient des difficultés à intégrer, à accepter les règles et le cadre d'une entreprise, ce qui supposait souvent des échecs de parcours ou des parcours un peu tronqués. Donc l'idée est venue de vouloir mettre en place des séjours de rupture. Le problème des séjours de rupture, c'est évidemment le coût, c'est-à-dire que faut envoyer les gens ailleurs pendant 15 jours avec logement, restauration, demi-pension, etc. Et un de mes collègues qui travaillait dans l'éducation préventive m'a parlé d'Erasmus et des financements Erasmus et de la possibilité de monter un projet dans ce cadre-là. On s'est donc rapproché de structures qui bénéficiaient de bourses, qui nous ont invités à faire un premier départ expérimental en 2017, qui a été une franche réussite par rapport à ce que ça a provoqué chez les salariés d'Insarnet. Donc, on a décidé de monter un consortium. Je le disais tout à l'heure, il faut être aujourd'hui plusieurs pour répondre à des projets. C'est une commande un peu publique, une commande un peu institutionnelle. Donc, on l'a fait. On s'est rapproché d'une autre structure d'insertion qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs et du CEID, structure médico-sociale qui travaille beaucoup dans la prévention au niveau de la rue et des toxicomanies. On a monté donc un projet à 3 pour mettre en place comme ça des séjours de rupture. Et on s'est très vite rendu compte que le lien entre le CEID et Insarnet et les Compagnons Bâtisseurs, qui était un lien assez existant déjà, qui fonctionnait, mais essentiellement par rapport à des personnes. Yves, l'éducateur du CEID, est un ami avec qui je travaille depuis 12 ans. On travaille très bien ensemble, mais travailler avec ses collègues, c'est plus compliqué. Travailler avec son directeur, c'était pas évident. Et on s'est rendu compte en créant le consortium que tout d'un coup, les liens sont devenus plus professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire que tout d'un coup, on pouvait toucher plus facilement la direction, plus facilement les autres collègues, plus facilement les autres étages, et que ce projet touchait aussi par intérêt d'autres professionnels, les infirmiers, les travailleurs sociaux des autres services, et dans la structure des Compagnons Bâtisseurs, des encadrants techniques qui disaient il faut accompagner des personnes à l'étranger sur des projets de courte durée. Moi ça m'intéresse. Dans ma structure aussi, des gens qui ont dit oui, vous partez en Grèce. Moi, je peux y aller. Oui, tu peux y aller. Et donc, tout d'un coup, on a pas mal de gens qui se sont intéressés au projet. On en a parlé et j'ai des structures qui sont venues me voir et qui m'ont dit j'ai entendu dire que vous faisiez un projet européen, que vous partiez. Est-ce qu'on pourrait participer? L'idée, ça a été de dire oui, d'abord, mais d'essayer de comprendre pourquoi on venait participer. Et très vite, on a compris l'intérêt que ça pouvait avoir, c'est-à-dire que les autres structures qui travaillaient soit dans la prévention spécialisée, soit dans l'insertion, soit dans le logement, on s'est dit qu'on pouvait tous s'associer pour créer un joli projet qui nous permettrait d'envoyer nos usagers à l'étranger, en Europe, pour qu'on puisse essayer de débloquer des situations individuelles. L'idée au départ, c'était juste celle-là. Envoyer des personnes qui rencontrent des difficultés ici en France, à intégrer un cadre, à accepter des situations qui leur paraissaient difficilement acceptables, prendre des ordres de quelqu'un, faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire à une heure qui ne nous intéresse pas, pour ensuite les accompagner plus vite, puisque les dispositifs d'accompagnement et d'aide pour les personnes en situation de précarité ne sont pas toujours suffisamment longs, on peut toujours en avoir plus. Moi, si je pouvais avoir 10 ans, je prendrais 10 ans pour accompagner les gens, m'en donne 2, je fais avec 2. Donc, il faut fabriquer de l'outil. Tu disais, il faut innover. Effectivement, nous, on n'a pas mis du numérique, on n'a pas mis des choses qui brillent, on a pris tout ce qui existait, mais on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on voudrait faire et comment on va arriver à cet endroit-là. Voilà, grosso modo, un peu la façon dont ça a germé. Aujourd'hui, Solidérance, c'est donc
60 bourses pour envoyer 60 bénéficiaires de nos structures donc à l'étranger, en Bulgarie, en Grèce, au Portugal et en Espagne. L'idée, c'est de faire des travaux d'aménagement, soit des aménagements paysagers, soit du nettoyage de locaux. On a travaillé dans des camps de réfugiés pour faire de la sécurisation de sites. L'idée étant de mettre les gens au travail, de voir comment ils se comportent dans un groupe, de valider leur possibilité d'intégrer un cadre, un groupe, pour éventuellement les intégrer après au monde du travail, en passant a priori d'abord par l'insertion. Donc aujourd'hui, il y a 7 structures, une structure qui fait dans le logement d'urgence, 4 structures d'insertion par l'activité économique et 2 structures de prévention spécialisée. Comment vous avez trouvé les lieux d'accueil? Alors, comment on a trouvé les lieux d'accueil? Alors, moi, j'ai eu de la chance, par le biais de Yves du CUID, d'être intégré à des séminaires européens où on m'a permis d'aller découvrir des pays et dans l'idée de créer du partenariat. C'est sur un premier séjour en 2016, d'ailleurs, par rapport à la volonté de mettre en place des séjours de rupture, qu'on m'a dit, viens, voilà, tu vas profiter d'un séjour, c'est une semaine, on va en Grèce, tu vas rencontrer des partenaires potentiels et des gens avec qui tu vas pouvoir commencer à réfléchir à monter ce projet. J'ai rencontré, je pense, une bonne trentaine d'associations qui avaient tous, on va dire, une connaissance des dispositifs Erasmus, une envie de monter du projet, et qui m'ont invité à coup de carte de visite, à coup de mail, à coup de rendez-vous informel dans le café, dire voilà, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton idée, c'est quoi ton objectif. Et on a fini par rencontrer un partenaire un peu historique dans notre projet qui est Copaïs, une structure en Grèce, qui nous a dit venez, on va vous accueillir, nous on a besoin d'une structure comme la vôtre, parce que on est en Grèce, c'est la crise économique, les communautés de communes n'ont plus d'argent, nous il faut vider les caniveaux, il faut nettoyer la ville, il faut nettoyer les locaux du centre médico-hospitalier, il y a un camp de réfugiés syriens, ça serait bien si vous pouviez les sécuriser parce que les enfants sont en danger, venez, on vous accueille. On s'est dit ok, il y a quelque chose à faire. Je suis revenu de Grèce, j'ai commencé à contacter un peu les collègues, donc Yves, avec qui j'étais parti en Grèce, les compagnons bâtisseurs, j'aurais dit il y a un truc à faire là, on va démarrer comme ça, on ne sait pas où on y va. On va construire après petit à petit tous les 3. Voilà, donc on a créé un premier consortium à 3, le CUID, Insernet et les compagnons bâtisseurs. On a fait un projet un peu ambitieux, puisqu'on était parti sur 60 bourses, donc officielles, 12 bourses pour des accompagnants, donc à chaque fois des groupes de 10 plus 2. Sur l'Espagne et la Grèce uniquement, puisqu'on a entre-temps rencontré un partenaire espagnol par rapport à des programmes Erasmus toujours, le transfrontalier. Voilà, il y a des gens partout qui sont prêts à vous accueillir. Enfin, voilà, moi j'invite les gens qui sont derrière leurs écrans et qui ont envie de faire du projet à aller effectivement rencontrer sur la plateforme EPAL, rechercher un partenaire parce qu'il y en a plein qui ont plein d'idées et qu'effectivement on n'a pas besoin d'avoir tout à fait bien finalisé les choses pour qu'un projet se mette en place. C'est un peu là-dessus que je voulais t'amener, c'est-à-dire que la découverte, la mise en œuvre du projet, elle s'est fait chemin faisant, des opportunités, des rencontres, voire des hasards qui ont fait que vous avez pu construire tout ça. Et quels effets vous avez pu observer alors dans le partenariat lui-même, puisque c'est un peu le sujet, puis on verra peut-être après sur le public, mais sur le partenariat local lui-même. Alors, sur le partenariat local, moi, la première, des partenariats, j'en ai mis en place 15 ans. Je travaille depuis chez Internet, du formel, de l'informel. Et bon, la conclusion aujourd'hui, c'est qu'il ne fonctionne, en tout cas me concernant, que par le relationnel affectif et positif que je peux entretenir avec les uns et les autres. Vous rencontrez un professionnel avec qui vous vous entendez parce que vous avez des points de vue cohérents qui vous permettent de travailler ensemble. On travaille ensemble, on s'apprécie, on va boire des cafés. Et puis finalement, le partenariat se fait. Un jour, la personne change de boutique et le partenariat s'arrête avec la boutique. Continue avec la personne dans son nouvelle structure. Et puis on trouve quelque chose à faire avec cette personne parce que finalement on a envie de travailler avec la personne. Donc on arrive à trouver du projet, à créer du projet, à inventer quelque chose pour continuer. Même la première structure, ça s'arrête. C'est assez étrange d'ailleurs, puisqu'effectivement on est censé travailler plutôt avec une structure qui s'occupe de personnes avec lesquelles on va avoir un lien et l'objet ne devrait pas être lié à la personne. Sauf que manifestement c'est le cas. La différence aujourd'hui avec ce projet, c'est le fait que, en tout cas, j'ai l'impression d'un partenariat informel ou formalisé qui liait
2 individus. Aujourd'hui, on a réussi à lier un peu plus. Alors, je reste prudent parce que j'attends de voir les répercussions dans 2 ans ou dans 3 ans si les projets qu'on a mis en place s'arrêtent. Mais j'ai l'impression qu'on a réussi à intégrer plusieurs étages de la fusée. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je m'adresse aux directions. J'essaie d'impliquer les directions puisqu'on leur fait signer des mandats, etc., pour pouvoir gérer les enveloppes financières. On a intégré les coordonnateurs de ces structures qui sont censés gérer un peu le positionnement de la structure au sein de ce projet européen. Et on a touché également après les travailleurs sociaux, les encadrants techniques, les personnes qui sont directement sur le terrain, parce que ce sont eux qui vont accompagner. Donc, j'espère, en tout cas, c'est un peu l'idée d'avoir développé le partenariat en ce sens-là, que quand on perdra un étage de la fusée, il y aura toujours un étage en dessous, un étage au-dessus qui saura dire au fait, le projet européen, on en est où là? Parce que ça fait 6 mois, on n'a plus de nouvelles des partenaires. Qui c'est qui est en charge de... Ah ben c'était Paul, mais il est parti. Ok, ben, c'est pas grave. On a le mail, on a l'adresse, on va recontacter le coordonnateur, le pilote du projet. On va voir où ça en est, puisqu'on n'a plus de nouvelles. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir plusieurs personnes qui y trouvent un intérêt. Voilà. Donc on a essayé de chercher qu'est-ce qui va intéresser les travailleurs sociaux. C'est d'aller accompagner les publics dans des situations un peu nouvelles, séjour de rupture à l'étranger, en Europe, etc., sur des supports de travail un peu spécifiques. Ça va les brancher. Manifestement, ça les branche. J'en ai plein qui veulent partir. C'est de brancher un peu les coordonnateurs sur des nouveaux projets. On sait qu'effectivement, aujourd'hui, les commandes des institutions sont sur l'innovation, quels que soient les champs d'action des structures. Il faut faire. Il faut développer, il faut mettre en place des moyens. C'est un nouveau moyen. Donc, qui va intéresser effectivement et les coordinateurs et les directions, parce que c'est la possibilité d'avoir les pouvoirs publics en leur disant, regardez, nous, on s'est intégré là-dedans, ça marche, c'est pas mal. Donc, on s'est dit que peut-être, en essayant d'intéresser les différents étages, il y en aurait forcément un où on en est qui viendrait frapper à la porte de l'autre en lui disant, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Parce que j'ai plus de nouvelles. Faut pas que ça s'arrête le jour où quelqu'un quitte le bateau. En t'écoutant, je me pose aussi la question de qu'est-ce qu'a apporté la dimension européenne au projet? Alors, la dimension européenne, ça, c'était un peu le flou au départ. C'est-à-dire, bon, moi, grosso modo, la dimension européenne, c'était plutôt l'intérêt, voilà, de partir au soleil dans un pays étranger, de permettre à nos bénéficiaires de découvrir une autre culture. Au départ, moi, je suis parti du principe que ça allait pas m'apporter nécessairement quelque chose. Mais j'ai participé à un consortium du European Gateway. Je suis parti en Suède, je suis parti en Bulgarie, je suis parti au Portugal, je suis parti en Grèce. J'ai rencontré les différentes, comment on appelle ça, différents groupements européens qui sont venus, on travaillait tous ensemble autour du projet. Et là, dernièrement, j'ai fait un séjour au Portugal pour préparer une mobilité au Portugal et j'ai rencontré 2 structures qui n'ont rien à voir avec mon activité professionnelle. Une structure qui est spécialisée dans l'addiction, voilà, qui était une structure visée par mon collègue du CEID qui voulait aller visiter cette structure, et une autre structure de travail de rue, qui n'a absolument rien à voir avec ma façon de mon public. Les 2 fois, on a discuté avec ces professionnels. On a constaté, lui et moi, qu'on était à des lieux de la façon d'envisager les choses en France. Il y a effectivement des dogmes, on va dire, qui sont transmis par les organismes de formation, qui sont portés par les politiques publiques, économiques et sociales, et qui font que, voilà, on va dans un sens, pas forcément mauvais, pas forcément meilleur non plus, mais il y en a d'autres qui nous paraissent parfois, je ne vais pas dire inacceptables, mais inavouables, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on nous a enseigné, de ce qu'on nous a transmis. Et notamment au Portugal, je me rappelle d'une rencontre avec des travailleurs de rue qui nous disent venez, accompagnez-nous, on va chercher le psy et on y va. Ouais, comment ça, vous allez chercher le psy? Oui, le psychologue, il nous accompagne sur le travail de rue. Je dis, ah bon, c'est étonnant, parce qu'effectivement, ce n'est pas des choses qui sont... Alors, je parle de ma connaissance, il y a certainement des structures qui font ça, mais effectivement, je pense que c'est assez innovant, ou en tout cas à la marge. Et effectivement, on a rencontré des professionnels qui n'envisageaient pas l'accompagnement socio-professionnel comme nous. Effectivement, c'est très intéressant à un moment donné de dire, mais en fait, on peut faire autrement. Tout ce que je fais depuis 10 ans, c'est valable, c'est validé en tout cas, mais il y a peut-être d'autres façons d'accompagner les publics, de poser le cadre, de contenir, et d'aller en Europe considérer d'autres façons de faire. C'est intéressant. La Grèce, par exemple, est très intéressante quand vous n'avez plus de moyens économiques de construire ou d'innover. Comment on fait?
les Grecs sont juste assez incroyables de ce point de vue-là. Ils se sont dit, soit on fait rien parce qu'on n'a plus de sous, soit on essaie de réinventer, et ils ont réinventé pas mal de choses. Moi, j'étais assez subjugué par tout ce qui a été créé par les Grecs à la sortie de la crise économique en termes de l'accompagnement de l'autre, en termes de maintien du lien social. Il y a des choses qui me paraissaient impossibles. Ça l'est peut-être chez nous, ça l'est plus là-bas, donc ça devient possible ici aussi. Merci beaucoup, Frédéric. Juste peut-être une question sur les impacts du côté des publics et du côté des personnes. C'est pareil, c'est qui tout double. On a des très beaux parcours, des changements assez radicaux de positionnement des bénéficiaires qui ont finalement accepté d'actionner un peu leur parcours, de prendre en main un peu les choses. Et puis des échecs avec des gens qui ont eu des difficultés à gérer le retour, ce qu'ils ont vu là-bas, ce qu'ils ont fait. La dimension est d'en aider, elle est un peu compliquée, puisque quand on va dans le camp des réfugiés syriens et qu'on est soi-même accompagné en France par des dispositifs comme le RSA, les assistantes sociales, les assistants sociaux, les éducateurs, les éducatrices, les médecins, etc. Et donc voilà, aider. Il y a des choses qui n'étaient pas évidentes. La seule chose que je dis souvent à mes collègues, la seule chose qui me semble importante, c'est qu'il y ait du mouvement. C'est qu'on ne soit pas dans de la stagnation, c'est qu'on ne soit pas dans une espèce de situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Là, on ne peut pas dire ça bouge. À nous de préparer en amont ces mobilités, ces parcours, pour qu'on puisse éviter les situations de retour. En tout cas, ça a un impact. Et sur les professionnels? Et sur les professionnels, moi aujourd'hui, je n'interdis plus rien. C'est-à-dire que j'ai envie de quelque chose, je me dis que je vais le faire. Voilà, je vais trouver une solution. Que si je la trouve pas, je vais en parler à quelqu'un qui va me dire mais si la solution existe, t'as pas regardé du bon côté. Et si c'est pas un de mes collègues français qui le fait, j'appelle mes collègues portugais, grecs, en lui disant j'ai cette idée-là. Est-ce que tu sais si ça existe chez toi et comment vous avez fait? Voilà, et je m'inspire beaucoup de mes connaissances grecques qui ont une espèce de propension à imaginer, à créer, à innover, qui est assez énergisante. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, du coup, j'essaye de lire les questions en même temps sur le chat. Est-ce que les bénéficiaires en difficulté sociale ne sont que ceux du partenariat français? C'est ça la question, hein. Pour l'instant, oui, puisqu'on est sur un projet KA1. On a envisagé d'aller sur du KA2 pour effectivement faire de l'accueil. On l'a fait de façon expérimentale avec des Bulgares dans le projet European Gateway, justement. C'est très intéressant. Effectivement, aujourd'hui, on va avancer nous pas à pas. On va d'abord essayer de formaliser et de professionnaliser un peu ce partenariat pour que ça soit efficient. Accueillir du public européen dans nos structures, je pense que ça serait énergisant, ça serait de l'oxygène pour les professionnels puisque ça va obliger à revoir nos pratiques, clairement. Puis ça va nous obliger aussi à parler aussi un peu des langues étrangères parce qu'on n'est pas très bon. Moi, je me suis rendu compte après quelques séjours européens que finalement mon anglais était assez élevé que je pouvais me permettre de parler une autre langue que la mienne. En fait, c'est très valorisant pour l'ego, ça fait du bien. Il y a le premier pas qui coûte, en fait. Oui, c'est ça, il y a le premier pas qui coûte. S'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas, on a quelques minutes. Autrement, vous avez compris que Frédéric parlait avec enthousiasme. Parce que c'est enthousiasmant, vraiment. Là, aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, bon, c'est un peu compliqué avec la situation européenne. Donc aujourd'hui, pour l'instant, le projet il est un peu en stand-by. On a une mobilité qu'on espère pouvoir mettre en place à la fin du mois d'octobre en Grèce. On a 10 bénéficiaires, 2 encadrants. C'est un séjour qui va se faire en voiture. On va y partir en voiture. De toute façon, on est toujours parti en voiture. Il y a aussi l'idée du road trip pour pouvoir débriefer à l'aller, au retour, les angoisses, les questions, etc. C'est plus facile en voiture qu'en avion. On va constater aussi, donc il y a une part d'aventure. Ça reste compliqué en lien avec les protocoles sanitaires à respecter, en lien avec les décisions gouvernementales qui changent un peu tous les 15 jours. On va partir. Voilà. Si c'est pas en octobre, ce sera en décembre. Si c'est pas en décembre, ce sera en février. On va y aller, quoi.
as une petite place pour moi? Je dois pouvoir arranger ça. On va Merci. s'occuper de ça. Merci beaucoup, Frédéric. On va Merci. garder Frédéric avec nous, qu'on remercie beaucoup pour ce très beau projet, cet enthousiasme et puis la clarté de son propos. On va peut-être laisser la parole. Je te laisse la parole.